Ce masque, à mon avis, vous le reconnaissez sûrement. Vous l'avez vu au cinéma et en particulier dans les films Scream. Mais saviez-vous qu'il existait bien avant Hollywood et que derrière son visage blanc, figé dans un cri qu'on imagine, se cache en fait une sombre histoire qui n'a absolument rien d'une fiction. Celle d'un homme qui, à l'été 1990, a semé la terreur à Gainesville, en Floride. En l'espace de 4 jours, 5 étudiants sont assassinés. Les victimes ont été retrouvées chez elles, tuées à l'arme blanche, ligotées et toutes laissées dans des positions suggestives. Une série de meurtres qui, quelques années plus tard, servira de base à un scénario devenu culte, mais aussi à des faits divers plus modernes et bien plus inquiétants. Alors contrairement aux idées reçues, le célèbre masque utilisé par le tueur Ghostface dans les films Scream n'a pas été créé pour le cinéma. Il existait déjà au début des années 90 et il était commercialisé par la société américaine Fun World. À cette période, la société développe une collection de déguisements qu'on a appelés les Fantastic Faces, et parmi les employés qui travaillent sur ces modèles, il y a une femme, Brigitte Slayertin, qui a été créditée comme celle qui a participé à la création de ce modèle de masque qui deviendra mondialement connu. Au départ, il s'appelait pas du tout Ghostface, il a porté des noms commerciaux beaucoup moins terrifiants, comme par exemple The Peanut-Eyed Ghost, donc le fantôme aux yeux en forme de cacahuète, ou encore The Weeping Ghost, le fantôme en pleurs. C'est juste un déguisement d'Halloween classique, bon, rien de spécial à ce moment-là. À la limite, son apparence avec ses orbites sombres et sa bouche étirée rappelle visuellement le cri d'Edvard Munch, mais ça s'arrête là. Pendant l'écriture du scénario de Scream, en 1995, Kevin Williamson prévoit bien un tueur dissimulé sous un costume sombre, mais aucun modèle de masque précis n'est encore défini. C'est seulement lors des repérages, pendant la préparation du tournage, que la productrice Marianne Maddalena tombe sur ce masque déjà commercialisé. Elle le montre au célèbre Wes Craven, qui choisit de l'intégrer au film pour son apparence immédiatement identifiable. Et ça marche! C'est un coup de poker! Dès la sortie de Scream en 1996, ce masque devient l'un des visages les plus reconnus du cinéma d'horreur. Lorsque Scream sort au cinéma pour la première fois, le public découvre un groupe pris pour cible par un tueur masqué. Pratiquement tous sont amateurs de films d'horreur, ils en connaissent les codes, ils savent par exemple que dans ce type d'histoire, certains comportements mènent presque toujours à la mort, et pourtant, ils se retrouvent confrontés à une série de meurtres qui correspondent parfaitement aux slashers de l'époque. Mais le film, il introduit aussi un élément fondamental, le Ghostface évidemment. À la différence des personnages de Michael Myers ou de Freddy Krueger, Ghostface n'est pas une créature surnaturelle. À la fin du film, on apprend que le masque a été porté par 2 lycéens, Billy Loomis et Stuart Matcher. Le tueur n'est donc pas un être mystérieux ou indestructible, mais ce sont 2 adolescents totalement ordinaires qui ont utilisé un déguisement pour commettre leur meurtre. Après la sortie du premier volet, le succès est immédiat. Le film relance le slasher américain et impose définitivement le masque comme l'identité indissociable du personnage. Son efficacité tient à sa simplicité. Le visage est entièrement blanc, les orbites sont noires et profondes et la bouche est allongée, de sorte à former un cri figé. Les traits sont réduits à l'essentiel, ce qui le rend identifiable dès le premier regard. Et j'imagine que vous vous en doutez, mais les ventes de ce masque ont littéralement explosé. Mais l'histoire ne date pas de 1996. En tout cas, pas complètement. Parce que le scénario s'inspire d'une affaire criminelle survenue quelques années plus tôt aux États-Unis et qui, elle, pour le coup, est bien réelle. Nous sommes le 24 août 1990 à Gainesville en Floride, la rentrée universitaire approche, l'été touche à sa fin et la ville retrouve progressivement une dynamique autour du campus où on a des milliers d'étudiants qui s'y installent chaque année. Patricia Powell, 56 ans, et son mari Frank se garent devant un magnifique complexe d'appartements de 3 étages. Leur fille Christine, 17 ans, s'apprête à commencer sa première année universitaire. Elle était tellement excitée après avoir reçu sa lettre d'admission que son père, Frank, lui avait offert un joli collier en or avec un alligator qui était la mascotte de l'école. Christine ne l'enlève jamais. 2 jours plus tôt, Christine et sa nouvelle colocataire, Sonia Larson, 18 ans, avaient emménagé dans cet immeuble blanc. Mais depuis son installation, ses parents n'ont plus aucune nouvelle.
Évidemment, morts d'inquiétude, ils ont décidé d'aller lui rendre visite, ils sont garés sur le parking de la résidence, ils sortent de la voiture, ils se dirigent vers le bâtiment, franchissent l'une des portes d'accès qui mène à une cage d'escalier recouverte de moquettes. Ils montent au 2e niveau, où se trouve l'appartement de leur fille, et ils s'approchent de l'entrée. Avant même de frapper ou de tourner la poignée, ils vont remarquer des notes manuscrites qui sont scotchées partout sur la porte. Ce sont des messages d'amis de Christine et Sonia qui sont apparemment passés pendant le week-end, mais qui n'ont eux non plus pas réussi à les joindre. Là, je peux vous le dire, les parents sont totalement pétrifiés. Ils vont frapper tous les deux à la porte, aucune réponse, ils réessaient mais à nouveau personne ne répond. Ils vont faire appel à l'agent de maintenance de l'immeuble qui, lui seul, possède un double des clés et ils vont contacter directement la police. À leur arrivée, un agent entre dans l'appartement. Au milieu du salon, on trouve un canapé et devant lui, le corps de Christine, entièrement nu et poignardé à mort. Son corps a été laissé dans une position particulièrement obscène. Mais je peux vous le dire, les agents ne sont pas au bout de leur macabre découverte, car un peu plus loin se trouve également le corps de Sonia, qui est la colocataire de Christine. Elle aussi, elle a été poignardée, elle est aussi nue, et elle aussi est dans une position suggestive. Les policiers n'ont que peu d'éléments. Avant de commencer leur enquête, ils avertissent les étudiants qui arrivent en masse pour la rentrée. On leur conseille de sortir en groupe et de rester vigilants. Le lendemain, pourtant, une jeune femme de 18 ans, Krista Hoyt, ne se présente pas au travail. Elle est étudiante et elle avait réussi à trouver un petit emploi à temps partiel au service des archives du bureau du shérif. Ce 25 août, elle était censée se présenter au travail, sauf qu'elle n'est jamais arrivée. Ses collègues ont attendu environ 1 heure avant d'appeler la police de Gainesville. 2 policiers se présentent donc à l'appartement de Krista Hoyt, situé à environ 3 km de la résidence de Christine Powell et Sonia Larson. Et quand ils arrivent, la porte est verrouillée, personne ne répond, mais ils remarquent que le rideau qui se trouve à l'intérieur de l'appartement et qui couvre la porte d'entrée n'atteint pas tout à fait le sol. Il y a tout juste quelques centimètres en bas. Les policiers se penchent pour regarder à travers ce petit espace, et là, malheureusement, ils trouvent le corps de Krista. Elle est assise au bord d'un lit, face à la porte, complètement nue et sans sa tête. Les enquêteurs ont une 3e victime qui présente des similitudes évidentes avec le double meurtre découvert la veille. À l'annonce de cette horrible découverte, un climat de peur évidemment s'installe chez les étudiants. En quelques heures, les magasins ont épuisé leur stock de verrous, de serrures, de bombes lacrymogènes, leurs pistolets paralysants et même des battes de baseball. Les forces de l'ordre intensifient les patrouilles autour du campus et ils déploient des centaines d'agents partout dans la ville. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire, la ville jusque-là paisible se retrouve sous les projecteurs et très rapidement, la presse attribue un surnom à l'auteur présumé de ces meurtres, The Gainesville Ripper, autrement dit, l'éventreur de Gainesville. Lisa Byers est terrifiée. Elle vit pas à Gainesville, mais l'une de ses amies, oui. C'est Tracy Pauls, alors âgée de 23 ans. Tracy avait arrêté l'université pendant quelques années et elle avait décidé de s'y réinscrire en 1990. Comme les autres étudiantes, elle est très inquiète à l'idée de savoir qu'un prédateur rôde dans le coin, mais elle se rassure, elle vit en colocation avec un homme qui s'appelle Manuel Taboada, lui aussi, âgé de 23 ans. C'est un ancien joueur de football, il est grand, il est fort, tous les deux sont très proches, donc elle se sent assez bien rassurée. Mais quand Lisa a entendu cette histoire, elle s'est tout de suite inquiétée pour son amie Tracy. Au téléphone, elle lui demande de bien vouloir l'appeler après son retour de cours, juste au moins pour lui faire savoir que tout va bien. Tracy lui promet, mais ce soir-là, elle n'a pas appelé son amie comme prévu. Quand Lisa a essayé d'appeler Tracy, personne n'a décroché. Alors accrochée à son téléphone dans l'espoir d'avoir enfin Tracy, elle finit par tomber de fatigue. Dès qu'elle ouvre les yeux le lendemain matin, elle rappelle de nouveau, mais encore une fois, personne ne répond. La police est contactée et à nouveau les agents retrouvent Tracy dans sa chambre. C'est le même scénario, elle est nue dans une position très suggestive. Elle aussi a été poignardée à mort et plus loin dans le couloir, on trouve le corps de Manuel. Il est allongé dans son lit, il a été tué exactement de la même manière. Mais lui par contre, il est habillé et la position de son corps est celle dans laquelle il est mort. À la différence des autres victimes, son cadavre n'a pas été mis en scène, probablement parce qu'il s'agit d'un homme. Et si vous n'avez pas envie que je mette vos corps en scène dans des positions plus que compromettantes, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne. Nous avons entamé le sprint, le dernier, vers le 1 million d'abonnés. Vous n'avez pas envie de me priver de cette victoire, n'est-ce pas ?
Après la découverte de ces 5 victimes, la police commence à surveiller un suspect qui s'appelle Edward Humphrey. Il a 19 ans, il habite dans le même complexe d'appartements que certaines des victimes. Il présente des troubles psychiatriques connus et après les meurtres, eh bien, ses voisins ont remarqué un comportement très étrange chez lui. Mais surtout, ils ont remarqué des griffures sur son visage et sur son corps. Mieux encore, il correspond en tout point à un portrait robot réalisé à partir de témoignages et il a déjà été arrêté pour avoir frappé sa grand-mère. La nuit, il est connu pour se promener dans les forêts de Gainesville, tout près des différents immeubles d'appartements où les victimes ont justement été retrouvées. Et comme par hasard, après son arrestation, les agressions ont subitement cessé. Pour la police et pour les habitants, ça ne fait aucun doute, Ed est le coupable. Mais on a un petit problème. Son groupe sanguin a été prélevé pour être comparé, et il s'avère qu'Ed a le groupe sanguin A. Or, le groupe sanguin du ou des tueurs retrouvés sur les autres scènes de crime correspond au groupe B. Retour à la case départ pour les enquêteurs qui doivent tout reprendre de zéro. En désespoir de cause et face au stress des habitants, le FBI décide de chercher dans le VCAP, le programme d'appréhension des crimes violents. C'est un logiciel qui permet en fait aux enquêteurs de saisir les détails du crime sur lesquels ils enquêtent et de les comparer aux différents crimes commis dans le pays. Et comme ils ont entré les informations, il n'y a qu'une seule correspondance. Un triple homicide non résolu datant de 1989 est commis à Shreveport, en Louisiane. Cette année-là, Sean Grissom, 8 ans, est déposé par sa mère chez son grand-père Tom et sa tante Julie pour fêter son anniversaire à Shreveport. Avant de partir, Tom confirme à la mère de Sean qu'il le ramènera le lundi suivant, mais le jour venu, la mère de famille n'a aucune nouvelle. Terrifiée, elle appelle la police. Quand les agents arrivent à la maison, ils trouvent les 2 voitures dans l'allée, mais aussi 2 journaux, l'un daté du dimanche et l'autre du lundi. À l'intérieur de la maison, la lumière est encore allumée, mais personne ne répond. Ils finissent par faire le tour pour entrer dans la maison par le garage. Une fois la porte passée, ils vont découvrir l'horreur. Tom est allongé sur le sol, il est décédé, il a été poignardé, Sean, le petit garçon, a subi le même sort et son corps, lui, repose sur le canapé. À l'étage, on retrouve Julie, positionnée au bord du lit de la même façon que les corps des 4 femmes découvertes à Gainesville. L'enquête n'a jamais été résolue, mais avec les crimes de Gainesville, les policiers espèrent enfin rouvrir le dossier et confirmer que ces 8 meurtres ont été commis par la même personne. Et on va avoir une piste qui va les aider. Les homicides de Shreveport ont été perpétrés par un ou plusieurs individus avec le même groupe sanguin que ceux de Gainesville, le fameux groupe B. Grâce à la médiatisation de cette affaire, une habitante de la ville de Shreveport, qui a vu passer l'information à la télévision, contacte à ce moment-là la police. Elle leur suggère de s'intéresser à un vagabond du coin. Après les meurtres de 1989, cet homme aurait apparemment confié à son mari qu'il avait un problème. Un gros problème, puisqu'il lui a dit qu'il aimait poignarder des gens. Il est connu d'ailleurs pour se promener avec un énorme couteau accroché à la taille. Cet homme, les amis, eh bien, il s'agit de Daniel Harold Rowling. Sa mère Claudia a épousé son père James alors qu'elle n'avait que 19 ans. James est policier dans la région, ce qui ne l'empêche pas de frapper sa femme régulièrement. 2 semaines après leur mariage, Claudia apprend qu'elle est enceinte. Une annonce qui rend son mari fou de rage, et pendant toute la grossesse, il ne va cesser d'être violent. Le 26 mai 1954, Danny Rowling naît à Shreveport, en Louisiane. Dès sa naissance, James, qui ne voulait pas d'enfant, se montre tout de suite agressif envers son fils. En l'espace de 6 mois, il l'attache à plusieurs reprises et le frappe parce qu'il n'aime pas la façon dont il se déplace à 4 pattes. Le 15 août 1955, Claudia donne naissance à un second fils, Kevin, et avec ce deuxième enfant, la colère et la haine de James ne font que s'intensifier. En décembre 1959, le père de famille rapporte un chiot qu'il a retrouvé dans la rue pendant son service. Daniel s'attache immédiatement à l'animal, mais comme à son habitude, son père le frappe régulièrement et le chien va finir par mourir dans les bras du jeune garçon. À cette époque, Danny commence à jouer de la guitare et à chanter des prières. Mais en parallèle, il sombre dans l'alcool et se livre à des fantasmes dans lesquels il imagine tuer d'autres personnes. Dans les années qui suivent, il quitte le lycée sans diplôme, il essaie de travailler, mais il va abandonner rapidement. Il est arrêté à plusieurs reprises pour ivresse et troubles du comportement. En 1971, après avoir échoué au test de sélection d'entrée dans la marine, il s'engage dans l'Air Force au Texas et il va y occuper des fonctions dans la police de sécurité. Mais le problème, c'est qu'il consomme aussi régulièrement du LSD et d'autres substances. 1 an plus tard, il est sanctionné pour possession de drogue et insubordination et il se voit contraint de quitter l'armée. À part vivre chez son grand-père et fréquenter une église pentecôtiste, il se fait baptiser et il participe activement aux activités religieuses.
À cette occasion, d'ailleurs, il va rencontrer Omata Ann Alco, qu'il voit comme une rencontre voulue par Dieu. Ils se marient en 1974, alors qu'elle était déjà enceinte. Quand leur petite fille Kylie naît, Daniel se sent soudainement incapable de gérer le poids d'une telle responsabilité. Pour fuir son quotidien, il se réfugie à nouveau dans l'alcool et dans la drogue, une addiction qui va rapidement peser sur son couple. Il va menacer son épouse, disparaître pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles, et il va se faire surprendre en train d'observer l'intérieur des maisons voisines. Face à cette dérive, Omata finit par prévenir les parents de Daniel. Son père se rend alors au domicile du couple et il place un couteau sous la gorge de son fils pour l'intimider. Mais Daniel, habitué au coup de sang de son père James, n'a absolument pas peur. Il finit même par diriger sa colère contre son épouse qui n'a rien fait. Lorsqu'elle évoque la possibilité de le quitter, il pointe une arme sur sa tête. Un autre jour, après avoir découvert qu'elle entretenait une relation avec un ancien compagnon, il menace de les tuer tous les deux après les avoir frappés. Pour Omata, c'est trop, elle demande le divorce, il sera prononcé 6 mois plus tard, Daniel aura beaucoup de mal à s'en remettre, à tel point que juste après le jugement, il oblige pour la première fois une femme à avoir une relation avec lui. Et ce, parce qu'elle ressemblait à son ex-épouse. Au cours des années suivantes, il va multiplier les braquages de supermarchés, il est arrêté à plusieurs reprises dans plusieurs États pour ses vols, mais aussi pour ses tentatives d'évasion. Après sa dernière incarcération, il n'a pas d'autre choix que de rentrer chez ses parents. Mais le 24 décembre 1989, après une énième dispute avec son père, Danny quitte le domicile familial et il va tout simplement errer dans les rues. Il finit par s'introduire dans une maison abandonnée qu'il avait déjà repérée. À l'intérieur, il regarde la télévision, il écoute la radio, il boit de l'alcool qu'il trouve sur place d'ailleurs, avant de repartir avec une trentaine de dollars, une bouteille de whisky et un revolver de calibre 38. Quelques mois plus tard, une nouvelle altercation éclate avec son père. Cette fois, Danny lui tire une balle dans l'abdomen, puis une seconde dans le front. Malgré ça, son père survit. Mais Daniel a franchi une limite. Depuis juillet, il passe des appels en PCV vers Shreveport à sa famille et raconte se cacher dans les bois pour échapper à la police. C'est à cette période qu'il consomme de la cocaïne pour la première fois. Fin juillet, il prend un bus pour Sarasota, en Floride. Il commence à utiliser l'identité d'un certain Michael Kennedy Jr., un homme décédé 10 ans plus tôt. Et quelques semaines plus tard, il va s'enregistrer dans un hôtel sous ce faux nom avant d'installer un campement dans une zone boisée à proximité des quartiers étudiants qu'il ciblera ensuite. Le 24 août 1990, il s'introduit dans le logement de Sonia Larson et Christina Powell. Il est armé d'un pistolet automatique et d'un couteau. Il bâillonne Sonia puis la tue à coups de couteau. Il maîtrise ensuite Christina, lui attache les mains, l'oblige à avoir une relation avec lui, puis il la poignarde à plusieurs reprises. Le lendemain, il tue Krista Hoyt, 18 ans. Son corps est retrouvé posé au bord du lit, décapité. 2 jours après, il s'introduit dans l'appartement de Tracy Pauls et de Manuel Taboada. Il les tue, eux aussi. Mais alors que la police s'intéresse à Edward Humphrey, leur principal suspect, Daniel a le temps de s'adonner à d'autres activités, notamment le braquage d'un supermarché juste avant de fuir. Recherché pour ce crime, la police se lance à sa poursuite et fouille la zone dans laquelle il a installé son campement. Là-bas, les agents découvrent des chaussures dont les semelles correspondent à des empreintes relevées sur les scènes de crime, des objets volés chez les 5 victimes et des documents leur appartenant. Ensuite, il va commettre d'autres cambriolages, il va changer de nouveau d'identité pour s'appeler désormais Jesse Lang. Début septembre, il vole une voiture, il se rend à Ocala et il va tenter de braquer un supermarché, Winn-Dixie. Cette fois, l'alerte est donnée pendant le braquage et la police arrive au moment où il quitte le parking. Une course-poursuite s'engage entre le fugitif jusqu'à ce que Daniel perde le contrôle de son véhicule. Après l'accident, il essaie de s'enfuir à pied, mais il est finalement interpellé dans un bâtiment voisin. À ce stade, il faut savoir que personne ne fait encore le lien avec les meurtres de Gainesville. À l'automne suivant, il est jugé pour 3 cambriolages et condamné à 3 peines de réclusion à vie, assorties de 170 années supplémentaires. L'année suivante, il écope d'une nouvelle peine à perpétuité pour le braquage de la First Union Bank, mais en détention, son profil ADN est analysé. Et il correspond à celui qui est retrouvé sur les scènes de crime de Gainesville. C'est donc en avril 1994 qu'il plaide coupable pour les 5 meurtres de Gainesville, avant d'avouer les 3 autres, ceux de Shreveport. Il est finalement condamné à mort et 12 ans plus tard, le 25 octobre 2006, il est exécuté par injection létale. L'affaire fait la une des journaux dans tout le pays.
Parmi ceux qui suivent l'enquête se trouve un jeune scénariste encore inconnu, Kevin Williamson. Il commence à imaginer une histoire et quelques années plus tard, cette idée deviendra l'un des films d'horreur les plus marquants des années 90, Scream. Alors ça va vous faire rire, mais au départ, le script s'appelait Scary Movie. Vous connaissez ce titre, puisqu'il a été repris en 2000 dans la comédie qui parodie justement le film, mais le projet sera finalement produit sous le nom de Scream. C'est une anecdote assez cocasse. Si le scénario ne raconte pas l'histoire de Daniel, on y retrouve en fait des similitudes qui sont assez évidentes. L'intrigue se déroule dans une petite ville dans laquelle se trouve un campus universitaire, les victimes sont de jeunes étudiants, les attaques ont lieu à l'intérieur même des habitations, de nuit, et l'arme utilisée est un couteau. Mais Daniel n'est pas la seule inspiration du film. Dès le départ, Kevin Williamson veut écrire un film d'horreur qui reprend les codes des slashers des années 70 et 80. Mais il cherche pas à les imiter. Il veut les utiliser, les montrer et parfois même les détourner. Quand le réalisateur Wes Craven accepte de participer, le projet prend une toute autre direction. Le film qui a posé les bases du genre reste Halloween de John Carpenter, avec ce tueur masqué qui cible des adolescents dans une petite communauté résidentielle. Dans Scream, d'ailleurs, Michael Myers est cité explicitement et on entend même rapidement la bande originale. L'autre influence importante, c'est Vendredi 13. On est sur un pattern assez similaire, avec un groupe de jeunes dans un cadre apparemment ordinaire et des meurtres progressifs. Dans la toute première scène du film Scream 1, le tueur appelle Casey au téléphone et lui pose des questions sur les films d'horreur. L'une d'elles concerne Jason Voorhees. Casey fait d'ailleurs une erreur en nommant Jason, alors que dans le premier film, le tueur est en réalité sa mère. Une erreur qui va lui coûter la vie. Wes Craven va même puiser son inspiration dans l'un de ses propres films, Les Griffes de la Nuit. Ici, Freddy Krueger apparaît dans les rêves de ses victimes pour les manipuler. Dans Scream, le téléphone remplace le rêve, mais le film s'inspire aussi des appels de terreur sur la ligne Terreur sur la ville et le bal de l'horreur. Le film multiplie aussi les références à Carrie, L'Exorciste, Psycho et Le Silence des agneaux. Les personnages parlent de ces titres à l'intérieur même de l'histoire, en analysant les règles, en décortiquant les codes, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un film d'horreur et font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. C'est ce qu'on appelle le méta-horror ou post-modern slasher. Le film commente lui-même le genre pendant qu'il le fait. Dans Scream, les personnages savent qu'il existe des règles, ne pas dire « je reviens tout de suite », ne pas rester seul, ne pas monter à l'étage quand le danger est en bas, et ne pas avoir de relations sexuelles, pour ne citer qu'elles. Il les répète à voix haute et pourtant, malgré ça, les meurtres arrivent quand même. Mais en dehors des inspirations pour le scénario et pour les besoins du grand écran, plusieurs éléments ont été ajoutés. Le tueur est dissimulé derrière un masque devenu emblématique. Avant chaque attaque, le tueur contacte ses victimes par téléphone, qui deviendra sa signature. Et surtout, contrairement à l'affaire Danny Rowling, le tueur est en réalité partagé entre plusieurs personnages. Scream a réussi à reprendre les codes du slasher avec un tueur masqué, des adolescents, des meurtres à l'arme blanche, une petite ville, le suspense, la violence, mais surtout le mélange parfait entre la peur et l'humour. Le spectateur rit et flippe en même temps. Résultat, le slasher redevient cool et sympa à regarder. Après lui, une vague de teen horror déferle sur les écrans. Souviens-toi l'été dernier sort l'année suivante, puis Urban Legends, et enfin Scary Movie. Le genre retrouve son public. Mais avec le retour du slasher, arrivent aussi des admirateurs peut-être un peu trop fans. Janvier 1998, en Géorgie, une adolescente de 16 ans, Gina Castillo, est retrouvée morte à son domicile. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. L'enquête conduit rapidement à son ancien petit ami, Mario Padilla, âgé de 17 ans, ainsi qu'un complice de 14 ans. Les deux adolescents sont arrêtés quelques jours après les faits. Au cours des interrogatoires, Mario explique avoir regardé le film Scream régulièrement avant le meurtre et décrit l'histoire comme une source d'inspiration. Et effectivement, son crime présente des éléments qui rappellent le long métrage. Une attaque à l'arme blanche, une jeune victime, une agression chez elle. En 1999, Mario Padilla est condamné à la prison à vie. Son complice reçoit, lui, une peine de 20 ans. Mais le plus marquant reste probablement le meurtre d'Alison Cambier. Nous sommes le 9 novembre 2001,
Dans une petite commune de la région de Charleroi, en Belgique, le père d'Alison s'inquiète de ne pas voir rentrer sa fille partir récupérer un cadeau d'anniversaire chez son voisin Thierry Jaradin 30 minutes plus tôt. Il appelle le portable de sa fille mais tombe sur la messagerie. Inquiet, il se rend à pied chez son voisin mais personne ne répond. Sur le chemin du retour, il croise la grand-mère de ce dernier et en profite pour lui demander son numéro de téléphone. Au bout du fil, Thierry s'étonne. Il ne sait pas où se trouve Alison, il est sorti chez des copains. Pendant ce temps, la grand-mère de Thierry Jaradin entre dans la maison et découvre Alison allongée sur le lit de Thierry. Elle appelle immédiatement les secours. En quelques minutes, les lumières des gyrophares illuminent la rue. Les parents d'Alison voient les ambulances se garer devant la maison de Thierry. Malgré l'interdiction d'entrée, le père d'Alison franchit le seuil de la maison pour vérifier qu'il s'agit bien de sa fille. Et arrivé à l'étage, il découvre une scène qu'aucun parent ne devrait jamais voir dans sa vie. Alison est allongée sur le lit, tuée de 35 coups de couteau dans le torse, une rose rouge entre les mains. Sur la table de nuit, un gyrophare actionné projette une lumière bleutée dans la pièce. Thierry Jaradin est interpellé dans un hôpital de Charleroi où il s'est rendu après s'être blessé à la main. Dans sa voiture, les enquêteurs découvrent une caisse et à l'intérieur, le costume du tueur de Scream, le masque blanc, la cape noire et les couteaux encore tachés de sang. Thierry Jaradin était en réalité éperdument amoureux d'Alison, mais la jeune femme ne partageait pas ses sentiments. Pour elle, Thierry n'était qu'un voisin et surtout un homme un peu étrange. Pendant des semaines, il cherche un moyen de la punir de ne pas être amoureuse de lui. Chaque jour, il répète son plan, il s'entraîne à manier les couteaux et il visualise la scène encore et encore. Ce soir du 9 novembre 2001, il l'invite chez lui en prétextant lui remettre un cadeau pour son anniversaire. Une fois Alison dans sa chambre, il lui avoue son amour. Comme il l'avait prévu, Alison repousse ses avances. Alors il se rend dans la salle de bain, il enfile le masque et la cape de Scream, glisse 2 grands couteaux de cuisine à sa ceinture et revient vers elle. Quand il sort, Alison croit à une blague et se met à rire avant de lui demander de retirer son masque. Mais à la place, Thierry lui tend une carte d'anniversaire qu'il a préparée. À l'intérieur se trouve une allumette consumée et ce texte. « Regarde cette allumette, elle était allumée comme tu le seras toi aussi, éteinte dans quelques instants. » Il se jette sur elle et il la poignardera 35 fois. Dans son élan, il se blesse la main. Quand il est certain qu'elle est décédée, il se couche à côté d'elle, lui caresse le visage et lui dépose une rose rouge entre ses mains. Il va ensuite actionner le gyrophare avant de partir. Le 22 mars 2003, il sera condamné à la prison à perpétuité. Saviez-vous qu'en à peine 3 ans, la presse internationale dénombre environ une dizaine de faits divers dans lesquels le film est pris pour référence par les suspects ou dans lesquels le masque est porté. La presse finit par appeler ce phénomène la screaminalité. Derrière ce mot médiatique se trouve pourtant un concept bien réel en psychologie criminelle, l'effet copycat. C'est l'idée selon laquelle un acte violent très exposé dans les médias ou dans une œuvre de fiction peut être reproduit par quelqu'un d'autre. Il est copié. Plus un crime est raconté, montré, analysé, plus ces détails circulent et plus le mode opératoire devient connu. Et chez certaines personnes déjà fragiles ou déjà attirées par la violence, cette exposition peut servir de déclencheur. Ce phénomène est observé depuis très longtemps. On l'a étudié dans les morts volontaires, fortement médiatisées, et dans certaines fusillades. Il existe aussi un autre mécanisme étudié par les psychologues, l'identification. Nous sommes nombreux à s'identifier au personnage d'un film ou d'une série. Certaines personnes en difficulté peuvent, elles, plus facilement se projeter dans un personnage violent. Et dans le cas de Scream, le personnage de Ghostface a une particularité, il est anonyme. Sans visage, il peut être n'importe qui. Le port d'un masque change aussi quelque chose dans le comportement. Quand une personne cache son visage, elle peut se sentir moins responsable de ses actes, moins identifiable, moins exposée. La psychologie sociale étudie ce mécanisme sous le nom de désindividuation. L'anonymat peut affaiblir le frein moral chez certaines personnes. Après les premiers crimes associés au film, des associations de parents et plusieurs éditorialistes américains dénoncent la banalisation de la violence à l'écran. Des organisations comme le Parent Television Council pointent du doigt l'industrie du divertissement qui, selon eux, influence les comportements. Mais les chercheurs, eux, restent prudents. Aucune étude ne démontre qu'un film transforme un spectateur en meurtrier. En revanche, l'exposition répétée à certaines images peut influencer la manière dont un acte est mis en scène. Autrement dit, un film ne crée pas l'intention, mais il peut donner une idée, une représentation, un modèle à une personne qui est déjà fragile ou avec déjà une appétence pour la violence.
Si vous avez aimé cette histoire, je vous propose de découvrir ma vidéo qui est consacrée aux films d'horreur qui ont tué leurs acteurs. Vous pouvez également retrouver tout mon contenu en podcast sur Spotify. Et puis si jamais vous n'avez pas envie d'avoir une odeur de mort chez vous à la maison, n'hésitez pas à aller checker mes bougies Yashi. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Elles sentent particulièrement bon.